le sens de ma phrase, la légende désencombre le monde, c'est anglais aussi. Je m'appuie sur Stevenson. Robert Stevenson écrit le monde est illogique et chaotique. Et la seule raison pour l'homme qu'il pense ou qu'il crée est de fermer à demi les paupières. Je trouve très beau son terme. Et de fermer à demi les paupières. Et il ajoute dans un autre texte, lorsqu'il correspond avec James, il ajoute que ce qui prévaut, ce qui vit le plus longtemps ne sont pas les textes historiques, mais les légendes. Non pas les chroniques, mais les légendes. Alors je le dis, les légendes désencombrent le monde. Pourquoi? Parce que les légendes apurent le monde. Les légendes prennent au monde comme la fiction. La fiction est en amont de la légende, Jacques. La fiction désencombre le monde en cela qu'elle épure le monde. Elle prend dans le monde ce qui simplement est essentiel à la pensée. Puis ensuite, la pensée se structure, se forme en légende, se structure en mythologie. Elle désencombre le monde pour aller à son noyau. Je pense qu'il aide à comprendre le monde, non pas parce que c'est un ouvrage pédagogique et qui effectivement s'applique et se destine à son élève, qu'il invente et qu'il structure autour même du monde qu'il invente lui-même. Mais la légende enseigne le monde, enseigne la réalité du monde. Je veux dire en cela que lorsque Rousseau écrit l'Émile, il s'appuie, et c'est intéressant ce qu'il dit, pour prendre, il dit à l'Émile, prenez votre instruction, prenez votre éducation à l'intérieur de la nature. Laissez tomber à peu près, laissez tomber, ouais, laissez tomber les livres, laissez tomber les livres, voilà, laissez tomber les livres et apprenez la nature par elle-même. Et vous serez bon parce que vous aurez appris la nature par elle-même. Et il dit la seule chose, le seul livre que je pourrais vous conseiller, le seul livre que je pourrais vous conseiller, c'est Robinson Crusoe. Et pourquoi Robinson Crusoe? Parce que Robinson Crusoe va à l'intérieur de son île ponctionner ce que le monde a d'essentiel et le donner à Émile qui l'attend dans le courant du XVIIIe siècle. Je trouve intéressant cette histoire. C'est en cela qu'il enseigne le monde, que la fiction et la légende dynamisent le monde et lui enseignent aussi. On visite l'appartement de Sherlock Holmes à Londres, on regarde son bureau, on voit sa pipe à Sherlock Holmes, et puis on commande à Peterson, oui, et on commande à Peterson une pipe Sherlock Holmes ou la pipe Watson. C'est merveilleux, ça veut dire que la légende, la création intellectuelle, la création fictionnelle de Sherlock Holmes a pris racine à l'intérieur de la réalité. Alors, est-ce que on vient visiter la taverne de l'Oie et du Grill de la même façon qu'on hume la pipe de Sherlock Holmes? Certainement oui. J'aime bien que ce soit oui. J'aime bien pourquoi? Parce que la fiction, en tout état de cause, dépasse l'histoire. Voilà ce que je... C'est-à-dire que, incontestablement, s'il y a eu, je pense qu'il y a eu, une réunion à la taverne de l'Oie et du Grill. Nous en avons beaucoup parlé. Nous en avons, je veux dire, la franc-maçonnerie en a beaucoup parlé, la franc-maçonnerie en a beaucoup écrit, peut-être plus que ce qui a eu lieu à ce moment-là. Et on a investi cette réunion de 1717
à la taverne de l'Oie et du Grill d'une intention et d'une générosité et aussi d'une expansion que certainement les auteurs initiaux, ceux qui se sont installés autour d'une table à la taverne de l'Oie et du Grill, n'avaient pas. Ils ont été dépassés par leur fiction, de la même façon par leur fiction, puisqu'il y a fiction, et j'entends fiction comme poésie, comme poétique, poésis. La fiction, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on fabrique. Donc il y a fiction, et il y a fiction et dépassement de cette fiction, de la même façon que Don Quichotte dépasse très largement Cervantes. Anderson dit qu'il a pris dans les anciennes archives ce qu'il y avait d'authentique en elle. C'est joli. Il a pris ce qu'il y avait d'authentique en elle. Et il cite le Cook, le manuscrit Cook. Et à l'intérieur du manuscrit Cook, ce qu'il y a d'authentique, ce sont des fictions. Ce sont des fictions en cela que ces fictions ont nourri l'imaginaire des constructeurs de cathédrales, donc des opératifs, et ces opératifs qui ont rencontré des spéculatifs, ou en tout cas des clercs qui à ce moment-là leur ont aidé à écrire le Regius, le Cook, etc. Ces opératifs ont structuré leur fiction. Je pense par exemple à ceux qui ouvrent le Regius, ces grands seigneurs qui avaient beaucoup d'enfants mais qui n'avaient pas assez d'argent pour les nourrir et qui ont fait appel à un fameux mathématicien. Ce fameux mathématicien était Euclide, très bien. Donc, fiction originelle de la franc-maçonnerie. Ensuite, qui est Euclide? Il est, nous disent les textes du Cook et de Regius, il est l'élève direct d'Abraham. C'est joli comme tout. Et là-dessus, James Anderson nous dit qu'il s'est appuyé sur ce qu'il y avait d'authentique dans les anciennes. Ok. Pourquoi est-ce que Michael de Ramsay ajoute à la franc-maçonnerie d'Angleterre? C'est ça la question. Au fond, elle est ici la question. C'est-à-dire que vous me disiez tout à l'heure que j'avais écrit sur le rite écossais rectifié. Oui, c'est vrai, le rite m'intéresse en cela qu'il a été un rite essentiellement européen à l'intérieur du XVIIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle. Il fallait donner un esprit épique à cette maçonnerie qui nous venait d'Angleterre et qui était contenue à l'intérieur de ces 3 grades. Il fallait lui ajouter, il fallait de l'expansion, il fallait lui donner un esprit d'épopée. Poggio Bracciolini m'a beaucoup plu, moi, il m'a fasciné, Poggio Bracciolini, parce que voici un homme qui est secrétaire du pape. Il connaît les antipapes, Avignon, les turbulences de son temps, etc. Il écrit très peu, écrivant très peu, sauf un petit recueil de textes très populaires, attachant parce que très populaires, mais il écrit très peu, de sorte que Poggio Bracciolini nous donne une espèce de marge importante à l'intérieur de sa biographie, et dans cette marge importante, nous pouvons lui inventer des rencontres avec Alberti, avec d'autres personnalités fortes de Florence et de Rome à ce moment-là. Alors je me suis appuyé sur l'histoire de façon à pouvoir, et vous l'avez vu Jacques Carletto, de façon à pouvoir inventer la rencontre, mais à rendre pertinente cette possibilité de rencontre.
à l'intérieur de Florence. De sorte que j'ai trouvé utile à ce moment-là, au moment où la franc-maçonnerie, qui n'est pas encore spéculative, qui est à ce moment-là opérative, et je parle du Régius, je parle du Cook, au moment où s'énonce cette franc-maçonnerie, pardon, au moment où s'énoncent ces textes qui créent les habitus de la maçonnerie opérative et qui vont être ensuite revendiqués par la franc-maçonnerie spéculative, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment Poggio Bratrini pouvait, à ce moment-là, dans ce même temps, d'une façon assez cohérente, rencontrer des maçons venus d'Angleterre et parler de la franc-maçonnerie. Le voyage d'Ulysse, c'est merveilleusement actuel, la façon dont nous connaissons le voyage d'Ulysse. Nous savons, par l'écriture d'Homère et dans l'Iliade et puis ensuite dans l'Odyssée, que lorsque Ulysse s'échappe de Calypso, qu'il s'échappe de l'île où le retient Calypso et qu'il revendique son humanité. C'est ça, il revendique son humanité. Partant de là, partant de l'île de Calypso, il refuse l'offre de celle-ci de devenir son amant perpétuel, d'être un immortel. Il refuse cette immortalité, et il va au-devant de son humanité. Voilà. Il va au-devant de son humanité et il ouvre cette humanité aux hommes. Cette humanité qui est faite de souffrances, d'aventures, d'épreuves, etc. Donc, voyage initiatique. C'est-à-dire tout ce que Ulysse raconte, tout ce que sont les voyages d'Ulysse après le départ de l'île de Calypso, c'est Ulysse qui nous le raconte. C'est Ulysse qui vient compléter le chant de la Haide. Et tout à partir du quatrième ou cinquième chant, je cite de mémoire, à partir du quatrième ou du cinquième chant, toutes ces aventures et ces épreuves d'Ulysse sont dites par lui via la Haide pour être véhiculées. Fiction, Jacques Carletto. Fiction, épopée, épique, Odyssée. Eh bien, Yves Saez, merci pour toutes ces informations. Merci au site iram.be qui nous accueille. Et puis, alors, à très bientôt en lisant et en relisant votre ouvrage.